Chapitre 9. Ces bouts de nous qui font nous. Nous sommes multiples, complexes et parfois contradictoires. Le moi n'est jamais simple, ni unifié. On peut dire en effet que notre être tout entier abrite un ensemble de personnages locataires du corps et de l'âme. Chacun d'eux intervient en fonction des situations, en adoptant des attitudes, des comportements et des réactions physiques et émotionnelles différentes, parfois si différentes que le propriétaire se sent commandé par des forces contraires, source d'indécision, de renoncement, et qui l'obligent parfois à faire marche arrière. Cela dit, vous comprendrez que l'unité est nécessaire. Notre être doit donc trouver sa force dans l'action conjuguée des différents bouts de nous que sont le parent, l'adulte et l'enfant. Cette harmonie intérieure n'est pas toujours évidente chez les assujettis. Nous verrons que certains modes imposent la loi du talion. Les 3 modes internalisés. Souvent, j'utilise cette phrase charmante « Ce parent, cet adulte et cet enfant sont ces 3 bouts de nous qui, mis bout à bout, sont nous. » Ces 3 personnages occupent chacun un étage de notre immeuble corps et sont tout aussi importants les uns que les autres. Leurs appartements sont identiques. Il n'y a ni riche, ni pauvre, ni grand, ni petit, ni faible, ni fort, mais une parfaite égalité dans une communauté harmonieuse. Le mode parent. Notre mode parent est porteur de la culture sociale et familiale. Il détient l'héritage transgénérationnel. Pour cette raison, le mode parent protège, pose des limites, des devoirs et des droits. Il assure la sécurité physique, matérielle et émotionnelle, décide des permissions à donner et fait preuve de puissance. Le mode adulte. Notre mode adulte aborde le processus PEC avec plus d'objectivité. Il dessine les contours du dessin. Il a ainsi la capacité d'analyser les informations internes et externes reçues et de les conceptualiser. C'est le domaine de l'analyse. L'adulte est neutre. Il a confiance en lui. Il collecte, traite et s'adapte. Il n'a pas l'aspect de l'enfant, ni le jugement du parent. Sa présence permet l'équilibrage des autres modes. Le mode enfant. Notre mode enfant doit pouvoir s'exprimer à tout âge, car il n'y a pas d'âge pour faire une roulade dans l'herbe ou manier l'humour et la fantaisie. L'enfant, relié à ses sens, est l'expression même de notre cerveau droit. C'est lui qui colorie le dessin. Il est dans le ressenti et traduit parfaitement ses états émotionnels. Il est le personnage de l'intuition et de la créativité et développe de la spontanéité dans ses besoins et ses demandes. La passion fusion. Dans le domaine amoureux et social, il est particulièrement vrai que toute personne aura tendance à chercher une relation permettant une interaction cognitive, émotionnelle et comportementale basée soit sur une recherche de l'identité parentale, c'est-à-dire un partenaire qui ressemble à un des parents, soit une recherche de la relation parentale, c'est-à-dire un partenaire qui permet de reproduire le schéma de fonctionnement parental, soit, enfin, sur une recherche de sa propre identité. N'oubliez pas que l'on va vers ce que l'on connaît, parce que ce que l'on connaît rassure. La relation idéale repose sur la possibilité d'un espace communautaire qui laisse de la place à l'épanouissement individuel, espace où chaque acte est accompli en connaissance de cause et dans le parfait respect de soi et de l'autre. Passion et raison n'ont jamais fait bon ménage. Chapitre 10. De l'inaction à la réaction. L'équilibre se trouve quelque part entre le dévouement excessif d'un côté et la rébellion persécutrice de l'autre. Cet équilibre pourrait également se situer entre le besoin de l'autre
et l'indifférence vis-à-vis de sa présence, entre la nécessité de vivre ensemble et la possibilité d'être seul, entre individuation rassurante et socialisation réconfortante. Des passifs en puissance. L'assujetti pense qu'un beau jour, tout s'arrangera et préfère attendre l'hypothétique train sur le quai de la gare plutôt que de se mettre en chemin. Il pense aussi que l'autre changera. En attendant, il subit en ignorant ses besoins, ses envies et ses désirs, devenant une incarnation de la passivité face aux situations de la vie. Je voudrais préciser que passivité ne veut pas dire inactivité, car s'il ne s'autorise pas à affirmer ses choix, il donne ce qu'il peut offrir de mieux, souvent à son détriment. L'autre est ainsi dispensé de changer pour embellir la relation puisque l'assujetti fait en sorte que tout se passe pour le mieux. Les injonctions. Ce sont des ordres donnés qui placent le sujet dans une situation de contrainte. L'assujetti est un merveilleux réceptacle d'injonctions qui se construisent sur des mini-scénarios dont voici les principaux thèmes, qui peuvent ensuite se décliner en une multitude de phrases possibles. Premièrement, sois parfait. La personne ne s'autorise pas le droit à l'erreur. Deuxièmement, fais-moi plaisir. La personne ignore ou ne respecte pas ses propres valeurs. Troisièmement, fais un effort. La personne a des difficultés à poser ses limites. Quatrièmement, dépêche-toi. La personne installe en elle une pression permanente, source de stress et d'anxiété. Cinquièmement, sois fort. La personne n'exprime pas ses véritables émotions. Puis, sixièmement, sois sage. La personne obéit sous peine de sanctions et de rejet. Les injonctions sont culpabilisantes parce qu'elles peuvent se cacher derrière beaucoup de gentillesse, d'attention, voire même d'amour. Elles sont souvent menaçantes parce qu'elles utilisent les armes du chantage affectif, quelle que soit leur forme. Quelle que soit leur forme, les injonctions nourrissent chez l'assujetti un manque de confiance en lui et une tendance à la dévalorisation. Pris au piège, ils acquiescent, s'appliquent et restent persuadés que l'entourage finira par s'apercevoir, malgré les efforts perpétuels accomplis, qu'il n'est pas à la hauteur de la demande. Il est pris dans la spirale du « toujours plus » et « toujours mieux ». Titre le procédé de substitution. Devant sa passivité, plus ou moins douloureuse, l'assujetti préfère se focaliser sur autre chose que sa problématique. Il va mettre en place un procédé de substitution qui consiste à remplacer une émotion ou un comportement par une autre émotion ou un autre comportement. Une façon de fuir un mal-être en le remplaçant par un autre. Par exemple, il génère de la tristesse au lieu d'exprimer de la colère. Il manifeste de la fatigue ou tout autre symptôme physique pour exprimer un ras-le-bol non dit. Il s'évade dans des rêveries en faisant semblant d'être présent. Il remplace la peur par la culpabilité. Titre de probable agressif. Qui ignore que les chiens soumis et peureux peuvent être agressifs? L'assujetti finit par en vouloir à l'autre ou aux autres de ne pas avoir plus d'égard envers lui. Le non-respect de ses limites, outrageusement piétiné, va provoquer une explosion de mauvaise colère incontrôlée. À bout de nerfs, l'assujetti réagit, les non-dits et les oui-mais laissent la place à des mots, des gestes, des expressions teintées de violence, de rancœur, de déception. Le semblant de cohérence vole en éclats et l'assujetti, dans son être entier, se désagrège en émotions dévastatrices et en comportements destructeurs. L'hostilité. L'autre n'est plus crédible. Quoi qu'il en dise et quoi qu'il fasse, l'assujetti doute, critique, refuse. Il décide de vivre sa vie sans plus tenir compte de l'autre. Le dialogue est rompu. Chacun ses sorties, ses amis, ses vacances, son lit, me disait un jour une patiente. Il n'y a plus beaucoup de partage dans l'interaction. La liberté individuelle prend toute la place
et la liberté d'être ensemble est réduite comme une peau de chagrin. Les frustrations, les rancœurs grandissent dans ce vide affectif. L'arrogance. L'assujetti passe de la dévalorisation à la survalorisation d'une position d'infériorité à une position de supériorité. Il bascule de l'autre côté de la balançoire en réclamant excessivement admiration et reconnaissance. Il entre en guerre contre l'autorité pour se l'approprier et cherche à imposer ses perceptions, ses choix, en devenant dominant et égocentrique. La vengeance. La vengeance est une rancœur contre l'autre, une rancœur exacerbée qui distord la problématique et grossit le conflit. Incapable de dire non, l'assujetti agressif n'agit pas au bon moment ni face à la bonne personne. S'il ne peut dénoncer ou affronter son bourreau, il désignera une autre cible, quitte à éventuellement renouer la relation avec le véritable bourreau dès que la situation sera apaisée. Il choisira de préférence les plus faibles, les moins gradés, un enfant, un collègue. Il pourra même s'en prendre à un objet ou un animal. La médisance. Il est important de remarquer que derrière la médisance, il y a souvent la peur de l'autre, peur de ce qu'il est et que nous ne sommes pas, ou bien peur de ce qu'il a et que nous n'avons pas, ou encore peur de ce qu'il fait et que nous ne faisons pas. L'autre devient une projection de nos propres défauts, des failles et des défauts si insupportables que l'assujetti préfère les lui reprocher plutôt qu'à lui-même. La somatisation. Elle consiste dans l'agression de son propre corps, résultant d'un non-changement du processus PEC. À force de ruminer ou bien de basculer dans l'agressivité, lorsque surgissent des situations assujettissantes, le corps encaisse et s'épuise. Le corps fonctionne un peu comme un élastique. On tire dessus jusqu'au jour où il se rebelle et casse, sans doute à cause d'une émotion trop violente à l'intérieur de soi qui répand son onde de choc comme un véritable tremblement de terre. Le corps dit alors soudainement non. Il ne veut plus ou ne peut plus être l'otage du non-respect de soi. Le problème est qu'une fois le corps atteint dans sa chair, il est parfois trop tard. En effet, si le mécanisme de fonctionnement est touché, il faudra très certainement apprendre à vivre avec la blessure. Quelle que soit la forme qu'elle revêt, le passage à l'acte agressif détruit un peu plus l'assujetti sur les plans physiques et psychiques, ainsi qu'à la relation concernée par l'interaction. Qu'il cherche l'amour de l'autre par soumission, par abnégation ou en attisant son mépris, l'assujetti se retrouve finalement au point de départ sans avoir rien résolu. La colère et l'agressivité, les faux amis. Précisons que la communication ne passe pas uniquement par les mots et que notre comportement non verbal, tel que nos gestes, notre posture, nos expressions, nos mimiques, traduit également ce que nous sommes et ce que nous voulons dire. Alors que l'assujetti passif présente souvent une faible intensité de la voix, une intonation monotone, un débit de parole lent, un langage balbutiant, un regard fuyant, un visage peu ou trop expressif et un corps fermé, l'assujetti agressif présente généralement une intensité de la voix forte, une intonation explosive, un débit de parole rapide, un flux de mots importants, un regard fixe et menaçant, un visage contracté et un corps tendu et agité. Troisième partie. Vers de nouveaux apprentissages. En préambule, je dirais qu'oser changer, c'est en avoir profondément envie. Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui ne veut rien faire trouve une excuse, dit le dicton. On ne change pas juste pour éviter une souffrance physique ou psychologique. On change parce que l'on veut accéder à une vie à la fois plus juste, plus riche, plus dense, mais aussi plus paisible. Parfois plus riche de rien, toutefois plus riche de tout. Changer, c'est négocier l'équilibre entre les différents locataires de sa carcasse humaine, car une communauté en paix dans un corps en paix où chacun des bouts de soi nourrit cet équilibre, permet une vie plus épanouissante.
Chapitre 11. Reconditionner les croyances. L'enfance est un immense et beau terrain de jeu pour apprendre ou pour désapprendre, pour s'enrichir ou pour s'appauvrir. Les figures parentales et toutes les figures satellites sont nos maîtres de vie. Elles nous enseignent l'art de regarder, attraper, relancer le ballon, qu'elles peuvent nous donner avec bienveillance, avec violence ou avec indifférence. Ce qui est certain, c'est que nous ne retiendrons de la partie que la façon dont nous avons reçu le ballon, et la qualité de cet instant dépendra des rires, des pleurs, de la tristesse ou de la colère que l'enfant aura alors ressenti. L'art d'un bon enseignement permet à l'enfant de jouer avec la balle comme un clown s'amuse de ses jongleries. Habité par des dysfonctionnements affectifs, l'assujetti considère les croyances qu'il a sur lui-même, les autres et le monde comme l'unique réalité. Or, chaque cycle de vie, chaque évolution personnelle, mariage, enfant, travail, retraite, l'interroge inévitablement sur sa sécurité affective. Ainsi, les situations, les événements, les rencontres assujettissants se reproduisent-ils indéfiniment avec une certaine synchronicité, faisant que des scénarios relationnels décousus, aliénants, destructeurs et fragilisants s'enchaînent sans fin. Votre réalité n'est pas la réalité. Nous avons vu que l'enfant intègre tout ce qu'il voit, entend, sent et ressent. Et sa réalité mélangée à son imaginaire fait naître une représentation de soi et des autres. Cette interprétation repose sur un mélange d'objectivité et de subjectivité ossature des croyances qu'il croit justes et fondées, même si leur application est douloureuse. Un retour aux sources. Modifier ses croyances, c'est reconnaître leur existence. Alors prendre conscience de votre assujettissement est un grand pas vers le changement. Et si vous pouvez en comprendre l'origine, c'est encore mieux. Vous ne pouvez faire autrement que plonger dans les souvenirs de votre histoire et dans les perceptions que vous en avez gardées. Les blessures, les doutes, les inquiétudes sont autant d'indices révélateurs d'un dysfonctionnement. Pour ce faire, voici quelques questions que vous devez impérativement vous poser en essayant d'être le plus juste possible. N'hésitez pas à en dresser une liste non exhaustive en remontant le plus loin possible dans votre enfance. Étais-je un enfant vulnérable, triste, apeuré, épuisant? Étais-je un enfant indiscipliné? Étais-je un enfant coléreux? Étais-je un enfant impulsif? Étais-je un enfant heureux? De qui ou de quoi avais-je peur? Pouvais-je m'exprimer? Étais-je aimé, respecté? Avais-je ma place? Me faisait-on confiance? Étais-je en sécurité? Étais-je valorisé? Les événements m'ont-ils marqué? Les traumatismes m'ont-ils atteint? Vous pourrez également vous poser les mêmes questions par rapport à votre présent. Vous pouvez aussi vous interroger sur les affirmations souvent évoquées par les assujettis. J'ai besoin que l'on me montre des signes de reconnaissance. Je cherche toujours à plaire et attends l'approbation des autres. J'ai besoin de faire plaisir aux autres, même en l'absence de demande. Je me sens seul. J'ai peur de perdre les gens que j'aime. Je fais tout pour garder le lien avec les personnes qui me sont proches. Je sens la détresse m'envahir lorsqu'une personne que j'aime m'ignore ou s'éloigne de moi. Je suis sensible et ressens profondément les problèmes et la souffrance des autres. Je permets aux autres de me dominer. Si je dis non, j'ai peur d'irriter, de fâcher ou de décevoir. Je donne plus que je reçois. Je culpabilise si je pense à moi avant de penser aux autres. Si je ne suis pas à la hauteur, je mérite d'être jugé sévèrement. Je dois être très vigilant, sinon on profitera de moi. J'ai du mal à faire confiance, même si j'aimerais le contraire. Les personnes en qui j'aurais dû avoir confiance m'ont trahi. Ma famille était différente des autres familles. Même si j'ai été aimé et suis encore aimé, je ne me sens pas rempli d'amour. On m'a rarement dit « je t'aime ». Je dénigre mes qualités. Je ne pense pas être très créatif, ni posséder de talents particuliers. J'ai du mal à entreprendre des tâches bénéfiques pour moi. Personne ne me comprend vraiment.
J'ai l'impression d'être sans intérêt. Je ne sais pas quoi dire et préfère rester en marge des groupes. J'ai peur de l'inconnu. J'ai peur de manquer de moyens financiers, de ne plus pouvoir subvenir à mes besoins. J'ai l'impression que ma vie n'a pas encore beaucoup de sens. Tout ce que je fais ne me satisfait pas totalement. Je fais en sorte que tout soit parfait. J'ai tant de choses à faire que je n'ai pas de temps pour moi. Face à l'adversité, je me soumets, je fuis ou je surcompense. Le stress m'habite au quotidien. Je garde tout en moi jusqu'à ce que j'explose et agresse l'autre. Lorsque je m'oppose, mes mots dépassent mes pensées. J'ai du mal à dire ce que je dois dire avec le bon ton, au bon moment et face à la bonne personne. J'agis par impulsion et mes émotions me jouent des tours. J'ai des problèmes de comportement, abus de nourriture, consommation de drogue ou d'alcool. Après cette introspection qui vous permet d'analyser votre histoire et de prendre conscience de ce que vous saviez déjà, au fond de vous, écrivez 2 événements d'assujettissement vécus dans votre enfance ou votre adolescence, ainsi que 2 exemples d'assujettissement vécus dans votre vie adulte, particulièrement marquants et qui synthétisent et cristallisent votre dysfonctionnement. Chapitre 12. Accepter de désapprendre. La règle fondamentale est que l'on doit donner en fonction de ce que l'on reçoit. Si vous placez une personne de 110 kg d'un côté d'une balançoire et une personne de 50 kg de l'autre côté, la possibilité que chacune touche les étoiles est inenvisageable. L'équilibre est indispensable. Un assujetti vous dira « C'est normal de donner et on ne donne pas pour recevoir en retour ». Vous savez à présent que votre réalité n'est pas la réalité, mais juste une perception de celle-ci. Vous savez également évaluer ponctuellement le degré de votre assujettissement. Il n'y a plus qu'à communiquer et prendre les décisions salvatrices pour vous. Facile à dire, et pourtant si difficile à mettre en place. L'assujetti est habité depuis longtemps par des croyances cognitives multiples en la soumission et en l'abnégation qui l'empêchent de changer. En voici une liste non exhaustive. Je dois lui laisser prendre des décisions importantes. Je dois me maîtriser, sinon je serai ridicule. Je ne suis pas capable d'initier des projets. Je suis incapable de faire des choses seul. Je ne dois pas blesser les gens, sinon je me sentirai coupable. Je peux me mettre en colère si je suis vraiment sûr d'avoir raison. Je dois me montrer agréable, sinon les autres ne m'aimeront plus. Les préambules au changement. Il est indispensable de comprendre que chacun a le droit d'exprimer, de satisfaire des besoins, des préférences et des envies, et que le désassujettissement ne flirte pas avec l'égoïsme ou la méchanceté. Prendre conscience de vos fragilités, ainsi que de votre histoire, et de la manière dont vous avez appris à penser et à vivre vos émotions, vous permet d'envisager le changement. Trouver d'autres réponses est sans doute possible. Des nouvelles réponses qui ouvriront l'accès à d'autres, et ainsi de suite, jusqu'à vous sortir enfin d'une relation parent-enfant dans laquelle vous cherchiez à être protégé par un soi-disant plus fort que vous, ou bien, inversement, dans laquelle vous cherchiez à protéger l'autre. Protéger ou être protégé instaure du contrôle dans une relation d'assujettissement. Or, les ennuis commencent justement lorsqu'une interaction fait naître du contrôle. Transformer sa fragilité en richesse. Vous savez que dans vos critères relatifs au tempérament figure une grande sensibilité, voire même une hypersensibilité. Une sensibilité que vous percevrez comme une fragilité. Cette certitude de pleurer pour un rien, d'être affecté par tout, une image, un son, et hop, c'est la bascule vers une surcharge émotionnelle que vous cachez ou qui déborde à l'extérieur.
Cette grande sensibilité accroît sûrement votre vulnérabilité et donc votre hypervigilance vis-à-vis de ce qui se passe en vous et autour de vous. Beaucoup d'assujettis me disent qu'ils sont pourvus de capteurs qui décryptent tout ce qui ne va pas autour d'eux. Je leur réponds volontiers que ces capteurs peuvent aussi enregistrer tout ce qui est bon. Il y a pire que le pire. L'assujetti traverse des tourmentes dont l'issue positive lui paraît impossible. Il accepte son rôle de victime et réclame un peu plus la présence de ses bourreaux. L'assujetti se prend à son propre piège et s'adapte aux situations comme le croque-mort adhère par obligation à la tristesse collective. Détrôner le roi ou la reine. Vous valez autant que n'importe qui. Mettre l'autre sur un piédestal a un double effet négatif. Cela accentue le rabaissement de soi et augmente l'exigence d'autrui. Peut-être que l'autre est plus beau, plus intelligent, plus cultivé, mais il n'est certainement pas au-dessus de vous, juste différent. Dites-vous que le roi ou la reine, à qui vous avez donné le pouvoir et l'autorité, ne vous offrira pas pour autant plus d'amour et de reconnaissance. Transformer les phrases assassines. Les pensées alternatives modifient inévitablement l'interaction. En se positionnant autrement, l'assujetti observe, étonné, que la réaction de l'autre ou des autres n'est pas celle qu'il appréhenderait. Comme l'hésitation entraîne la méfiance, le respect appelle le respect. Il constate alors qu'il s'est lui-même infligé la contrainte. Voici quelques modèles de pensée alternatives. Autour de la culpabilité. Je me sens coupable. Alternative. J'ai le droit de penser autrement et de me tromper. Je n'ai pas le droit de penser à moi. Alternative. Je dois respecter mes envies et mes désirs. Autour de la peur. J'ai peur de sa violence. Alternative. Je suis prêt à faire le nécessaire. J'ai peur de prendre ma place. Alternative. Je vaux autant que n'importe qui. J'ai peur de ne pas être aimé. Alternative. Je m'aime tel que je suis. C'est l'essentiel. Réapprendre à dire non. Dans l'enfance, vous avez appris à dire non. Mais la vie, par la suite, a parfois banni ce mot de votre vocabulaire. Il est vrai qu'il est plus facile de dire oui, parce que le oui est culturellement et socialement reconnu. Il est la réponse normale aux ordres, aux interdits, aux règles. Il est l'ami de l'obéissance, de la politesse et du respect. Il signifie aussi l'approbation dans l'engagement amoureux, la performance, l'excellence et le dépassement de soi. Il est toujours possible de revenir sur un oui que vous avez avancé précipitamment et que vous regrettez. La bonne communication que vous saurez mettre en place vous permettra d'expliquer votre changement d'avis sans avoir à vous justifier. Excusez-vous seulement pour le malentendu. Ne plus endosser le costume du sauveur. L'assujetti a cette capacité de prendre à sa charge plus que de raison, et cela même parfois en l'absence de demande de la part des autres. Il se place dans un assujettissement d'anticipation. Dites-vous que vous ne voulez plus être le confident des malheurs de tout le monde, être médiateur et conciliateur pour tout le monde, être la pierre angulaire, celui ou celle par qui tout passe, prendre sur vous pour le bien-être et le bon fonctionnement de l'environnement familial, professionnel ou social. Apprendre à faire confiance. Difficile de faire confiance aux autres quand on n'a pas confiance en soi. L'assujetti a beaucoup de mal à trouver l'équilibre, le compromis entre l'affirmation de son identité et son appartenance sociale. Couper la dépendance. L'assujetti est un être sensible, en attente et à l'affût des moindres signes de reconnaissance. Il est comme la marionnette qui a besoin de son marionnettiste pour se mouvoir. Il est boulimique de présence, d'attention, de « je t'aime », de félicitations, de protection, d'encouragement. Bref, il réclame de la quantité relationnelle et il est malheureux
lorsqu'il doit se contenter d'un goutte à goutte ponctuel de reconnaissance et d'amour. L'assujetti a donc besoin de son bourreau, comme le troupeau a besoin de son berger pour être guidé. Il a besoin d'une béquille afin de ne pas boiter. C'est rassurant et ça maintient debout. Et si ce soutien cesse, la blessure affective s'ouvre à nouveau. L'abandon se vit alors comme une punition. Abandonner les inutiles doudous. Le doudou peut être autre chose qu'une matière. Il peut être par exemple un son, un bruit, une caresse, une odeur. Il s'agit alors d'un doudou sensoriel. Si le doudou est source d'attachement, il faut bien comprendre que ce n'est pas lui qui apaise, mais ce à quoi il fait affectivement référence. Il est donc sécurisant s'il a du sens. C'est alors qu'il rassure et stimule les sens engourdis. Sans cela, il n'apporte rien. Il ne fait qu'envahir et contraindre. Bref, si vous devez abandonner les inutiles doudous, cessez également d'être vous-même le doudou des autres. Leur souffre-douleur, le punching bag, celui sur qui il se défoule, ou au contraire celui qui protège, rassure, excuse et passe indéfiniment l'éponge sur des actes inacceptables. Laissez les contes de fées au placard. Inutile de se raconter des histoires, il y a trop longtemps que l'on vous fait croire que la chance et le bonheur sont les diamants de l'existence, les pépites à posséder absolument pour être exemptées de toute souffrance. Beaucoup de sociétés ont entendu et entretiennent ce mirage de l'extase. Refusez l'horrible bouderie et les mensonges. La bouderie est un saboteur relationnel extrêmement nocif, souvent utilisé dans une relation d'assujettissement, tant par l'assujetti que par l'assujettisseur. La bouderie est un affrontement particulier qui place le mode enfant aux commandes, un enfant terroriste qui culpabilise, accuse, reproche et crispe la relation. Cette attitude se substitue au langage pour exprimer une déception, une insatisfaction, une blessure, une contrariété. C'est une façon excessive de capter l'attention de l'autre. Le boudeur a besoin de se sentir le centre du monde. Pour cela, il impose sa loi. Il peut faire la tête des jours entiers. Le silence devient pervers. Se taire et imposer cette forme de silence insupportable déclenche chez l'autre gêne et malaise. La bouderie est punitive pour celui qui l'utilise et pour celui qui la subit. Et à long terme, elle génère des blocages, des peurs, des craintes, de l'agressivité, des incompréhensions. Elle finit par abîmer la relation. Apprendre à demander. Il n'est pas évident de faire une demande lorsque l'on a passé son temps à répondre aux demandes des autres et que l'on craint leur regard. Laurent Gounel écrit « Les personnes qui ont peur du rejet sont très loin de savoir qu'il est rare d'être poussé par les autres. C'est même presque difficile à obtenir. Les gens sont, dans l'ensemble, plutôt enclins à vous aider. C'est précisément lorsque l'on craint d'être rejeté que l'on finit par l'être, suivant le mécanisme des croyances que vous avez maintenant appris à connaître. Pour être entendu et surtout écouté, vous devez être le plus clair possible dans votre requête. Abaisser son niveau d'exigence. Très souvent, l'assujetti développe une exigence démesurée envers lui-même et par ricochet envers les autres. Il se sent obligé d'atteindre la perfection dans ce qu'il est et ce qu'il fait. Il ne s'agit pas d'une recherche de supériorité, mais d'un besoin plus ou moins conscient d'être irréprochable. L'assujetti n'est pas libre d'être, il est obligé de faire. Il répond donc à des injonctions et cultive la nécessité d'être parfait afin d'obtenir l'approbation d'autrui. Se respecter n'est pas synonyme d'égoïsme et de méchanceté. Je dois souvent répéter cette certitude en début d'apprentissage. Osez penser que vous avez le droit de penser autrement, de ne pas avoir les mêmes idées que les autres, de ne pas aimer les mêmes choses ou les mêmes gens, et le dire est tout à fait normal. Et même si les désirs et les envies, émanations de nos sociétés modernes, ne sont pas toujours essentiels,
comme le sont les besoins fondamentaux, vous avez le droit de vous faire plaisir. Combien de patients arrivent en séance en se sentant coupables d'avoir osé s'affirmer et presque honteux d'avoir refusé une proposition ou une demande de service. Il est essentiel de ne pas confondre égoïsme et individualisme. L'individualisme privilégie les valeurs de chacun sans pour autant qu'il faille se couper des autres. Les divergences sont prises en compte et l'empathie et le compromis sont toujours possibles. Des débuts hésitants. Je sais que les premiers pas vers l'affirmation de soi sont difficiles, parfois très difficiles. Combien de patients reportent l'échéance par peur de soulever la colère des dieux et repoussent l'ultime instant. Cela se traduit par des phrases si banales. Je crains son autorité, j'ai peur de sa violence, j'ai peur de sa vengeance, je redoute ses paroles, il va me le faire payer, il va hurler, je vais perdre mon poste, etc. Alors, demandez-vous, est-ce que je préfère partir au soleil ou rester sous la pluie? Analysez ce qui est perdu quand vous restez bloqué, plutôt que de vous focaliser sur les aspects effrayants de ce qui se passe lorsque vous bougez. Les faux espoirs. Le dysfonctionnement inhérent à l'assujettissement est un repère. Il peut donc s'activer dans tous les domaines de la vie de l'assujetti. L'emprise du dysfonctionnement peut toutefois trouver son apogée dans le cadre d'une relation précise. Il suffit que l'autre entre parfaitement en résonance. Dans les théories de la communication, cet arrangement subtil entre deux êtres est connu sous le terme de collusion. Très souvent, il s'agit du partenaire amoureux. C'est dans ce type de relation que chacun se dévoile, sans limite, dans ce qu'il est. C'est là que s'expriment le mieux et le plus les fonctionnements ou dysfonctionnements de chacun. L'autre est l'activateur et en même temps le condensateur de l'assujettissement, sans toutefois en être l'auteur. Quelques petits outils à avoir dans sa poche. Savoir dire non aux autres, c'est savoir se dire oui à soi. Difficile lorsque l'assujetti est pris au piège de son enfant intérieur. Pouvoir enfin écarter des ruminations, des émotions envahissantes et des comportements répétitifs est un vrai soulagement. Bien que ce livre audio ne soit pas un ouvrage de technique d'affirmation de soi, je vous propose quelques outils très simples qui peuvent vous permettre de prendre un peu de recul et de retenir à distance un processus PEC dysfonctionnant dans certaines circonstances. La diversion crée un effet de surprise face à l'obsession cognitive, émotionnelle ou comportementale. Prononcez à voix haute et fort le mot « stop » en tapant en même temps dans vos mains pour signifier l'arrêt de ce que vous ne voulez plus. Le déplacement est notamment utilisé par les artistes confrontés au stress de la scène. Face à une pensée, une émotion, un comportement désagréablement envahissant, la personne choisit autour d'elle un objet, une image, un son, une odeur pour focaliser son attention. Elle se concentre sur cette chose, la regarde, la touche, l'écoute ou la sent sous toutes ses coutures. Le report consiste à ne pas éviter l'envahisseur, mais juste à reporter sa manifestation. Vous pouvez vous fixer une heure précise à laquelle vous laisserez s'exprimer vos mauvaises pensées, émotions et comportements. L'alternative est une méthode très utilisée en thérapie cognitive et comportementale. Il s'agit de noter la pensée dite automatique, puis de la remplacer par une pensée alternative. Par exemple, « Il ne m'a pas appelé, sans doute que je ne l'intéresse pas » pourrait devenir « Il ne m'a pas appelé, sans doute a-t-il un empêchement ». L'affichage permet la focalisation sur une pensée alternative. Dans la tournante, choisissez une phrase positive, fermez les yeux et imaginez-vous en train d'écrire cette phrase sur un tableau noir se trouvant à votre droite. Tout d'abord, dans le bon sens, c'est-à-dire du début à la fin, puis ensuite à l'envers, de la dernière lettre à la première, puis de nouveau dans le bon sens. Répétez ensuite la même opération avec un tableau noir situé à votre gauche. Le dépôt consiste à s'isoler dans un endroit calme et agréable, à fermer les yeux et à imaginer une valise, un puits ou un feu de cheminée
dans lequel ou auprès duquel vous déposez vos pensées, émotions ou comportements dysfonctionnels. Chapitre 13. Des mots justes pour dire vrai. Communiquer, échanger, exprimer, dire et partager sont des principes fondamentaux. On ne peut pas ne pas communiquer. J'ajouterais qu'une bonne communication repose sur la qualité de la relation mise en place par les interlocuteurs. Nos messages sont l'expression de nos pensées, de nos émotions et de nos comportements. La difficulté consiste donc à trouver un mode de communication compréhensible par l'autre pour être ensuite accepté. En fonction de son environnement familial et social, chacun de nous apprend durant l'enfance un langage différent des relations. Un enfant aimé avec justesse, malgré les erreurs parentales inévitables, positivera ses composantes affectives. L'enfant autorisé à s'exprimer, à s'expliquer, à argumenter, voire à se justifier, aura plus de chances de développer dans l'avenir un discours clair, précis et perspicace. Il connaît ses besoins, ses vides et ses trop-pleins, des excès et des manques qu'il saura équilibrer, ses trop-pleins, des excès et des manques qu'il saura équilibrer. Le mode de communication appris lui sera utile toute sa vie. Les deux niveaux de communication. Nos sociétés contemporaines exploitent l'art d'une communication émettrice de messages mercatiques dépourvus de véritables mots, d'échanges et de réflexion. Ce matraquage ne nécessite aucune réponse, aucune nuance, et le lien interactionnel se perd parce qu'il est inutile. Seule la réponse en termes d'achat et de consommation est souhaitée. Nos enfants ont donc à leur disposition toute une palette d'artifices dont ils deviennent vite esclaves. La télévision, par exemple, est un vecteur de communication aujourd'hui inévitable qui, par sa mauvaise utilisation, affadit la curiosité et déstabilise l'équilibre émotionnel. L'image, devenue un outil essentiel de marketing, a une puissance suggestive que la seule parole n'a plus. La vraie communication ne se contente pas de délivrer une information qu'il faut prendre coûte que coûte. Elle induit des pensées, des émotions et des comportements qui permettent de confirmer ou d'infirmer les messages. Chacun est respecté. La communication digitale. C'est la communication verbale. Elle réfère donc aux mots. On parle de communication digitale parce qu'elle est précise comme une empreinte peut l'être. La sémiotique vocale, est un repère fondamental faisant partie de ces modes qui résistent le mieux au processus de dégradation cérébrale. Déjà, dans le ventre de la mère, les fréquences vocales de celle-ci parviennent jusqu'à l'enfant. Plus tard, en quelques mois, l'enfant apprendra les mots et les jeux de langage et il appartiendra aux parents d'enrichir son langage. Un langage comme un pont posé sur l'avenir. Car de génération en génération, l'histoire se dit ou ne se dit pas. Il est important de dire clairement, car l'autre ne pense pas comme vous et ne vit et ne partage pas la même réalité que vous, d'autant plus que 3 filtres se juxtaposent qui rendent cette réalité subjective. Un filtre neurobiologique, un filtre sociogénétique et un filtre personnel. La manipulation, une subtile perversion. D'une manière générale, le manipulateur se veut habile et parfois machiavélique. Il connaît plus ou moins consciemment ses proies. L'ignorant, le naïf, l'affectif, le faible, le pauvre et, bien évidemment, l'assujetti. La manipulation habite donc plus ou moins toute relation d'assujettissement. Il y a bien sûr des degrés dans la gravité. Il y a l'acceptable et l'inacceptable. Quoi qu'il en soit, la manipulation est perverse parce qu'elle englobe à elle seule tout un panel possible de langage. Dans son discours,
Le manipulateur présente rarement sa véritable intention. Il préférera plutôt prêcher le faux pour connaître le vrai. Ses pensées sont ambiguës, souvent faussement accusatrices, et ses émotions sont camouflées ou théâtralement exacerbées. Le manipulateur sème le doute et la culpabilité. Selon le degré de sa mauvaise intention, il peut même inquiéter et faire peur. Quelques signes qu'on peut trouver chez le manipulateur seraient la dévalorisation, l'insinuation et souvent la flatterie. La flatterie est aussi une arme de manipulation. Chapitre 14. Rééduquer les émotions. Les émotions sont des outils de communication indispensables à la vie et à la survie. Le bon fonctionnement des rapports sociaux dépend largement de la façon dont les individus expriment et régulent leurs émotions. De temps en temps, elles ont construit ou détruit les relations humaines. À l'intérieur d'une même culture sociale, certaines familles valorisent l'expression des émotions alors que d'autres familles l'interdisent, soit pour l'ensemble des émotions, soit pour un type particulier d'entre elles. La régulation émotionnelle. Réguler ses émotions est nécessaire au bien-être physique et psychologique. Trop de colère active les troubles du comportement, trop de tristesse conduit tout droit vers des états mélancoliques, puis dépressifs, trop de peur provoque à terme de l'anxiété généralisée et peut même engendrer des phobies en tout genre. Les 3 critères de régulation. On pourrait croire que l'idéal est de transformer une émotion négative en une émotion positive. Absurde. Rire de son malheur, par exemple, est ridicule. C'est se sentir à soi et aux autres, à qui on laisse croire qu'il n'y a pas de problème. Il vaut mieux exprimer une émotion plutôt que de tenter de la supprimer, à condition, toutefois, de pouvoir ensuite en sortir. Se désassujettir, c'est reconnaître sa peur, sa culpabilité ou sa tristesse. Réguler l'intensité d'une émotion. Toutes les émotions sont utiles à condition qu'elles soient exprimées avec justesse. Trop de joie nuit tout autant que trop de tristesse. L'assujetti, enfermé dans ses croyances affectives, a tendance à intensifier malgré lui sa peur de perdre l'affection et la reconnaissance de l'autre, augmentant ainsi sa panoplie de mauvais comportements. Réguler la durée d'une émotion. Prolonger ou écourter l'expression d'une émotion dépendra de la situation. La volonté de se désassujettir oblige souvent la personne à maintenir l'émotion de la colère pour être sûre d'être bien entendue et bien comprise. Réguler les composantes d'une émotion. Une émotion s'exprime par le biais de tout un ensemble de moyens que chacun possède. Langage verbal et paraverbal, gestes, expressions, mimiques, regards, posture, distance. Je suis timide mais je me soigne. Nombreux sont les chercheurs, psychologues, sociologues, philosophes qui s'interrogent, s'entendent ou se divisent sur l'appartenance d'un comportement à l'inné ou à l'acquis. Nous avons vu, en début d'ouvrage, que le tempérament pouvait s'assouplir et se transformer, et ni les gènes ni l'histoire affective ne nous interdisent d'évoluer. Même un introverti deviendra difficilement un extraverti. Il peut apprendre le respect de soi et l'affirmation de ce qu'il veut être et ne pas être, mais faire et ne plus faire, avoir et ne plus avoir par un travail sur ses pensées et ses émotions. Changer sans volonté est impossible. C'est croire au miracle. Il faut de la volonté pour changer, comme il faut de nouveaux acquis pour façonner l'histoire. 4e partie. Stop ou savoir faire taire l'oppression exercée par les proches. Pendant longtemps, bon nombre de scientifiques ont pensé que l'individu était en quelque sorte conditionné à vivre ce qu'il avait structuré cérébralement dans les premières années de sa vie. Or, depuis peu, les recherches démontrent que le cerveau est susceptible de se transformer à tout âge. On parle de
plasticité. Autrement dit, de nouvelles pensées, de nouveaux comportements tracent de nouvelles voies neuronales qu'il nous appartient d'entretenir et d'élargir comme on élargit une route. Stop est un mot magique que tout assujetti devrait un jour ou l'autre apprendre comme on apprend à dire merci, au revoir ou encore bonjour. Nous verrons que rien ni personne ne peut être une entrave au respect de soi, même si parfois nous n'avons que quelques secondes pour décider de résister ou pas à l'autre. Chapitre 15. Se reconsidérer soi ainsi que les autres. Comme l'on vit inévitablement dans une sphère sociale, reconsidérer ses valeurs, c'est sans aucun doute reconsidérer sa relation aux autres. Ainsi, se désassujettir revient à repenser son environnement, non pour le bannir, mais pour s'y intégrer autrement, en y jouant plus ce rôle qui ne vous convient pas ou plus. Une multitude de raisons peut expliquer que votre statut amoureux, familial, professionnel ou social soit devenu inadapté à vos yeux. Nécessité de performer, tenue vestimentaire obligatoire, fréquentation imposée, façon de faire conseiller, contraintes religieuses, la liste peut être longue. L'acceptation des autres. Se désassujettir, c'est faire une croix sur son besoin excessif d'amour et de reconnaissance, son sentiment d'abandon, son manque d'estime et d'autonomie, son sentiment d'échec et d'exclusion. Mais c'est aussi d'accepter la différence. Chapitre 16. L'inévitable conflit. Le pouvoir, l'autorité et l'obéissance sont des valeurs difficilement détrônables. Être dans la norme sociale impose le respect d'un ordre établi. Il est donc de bon ton en société de donner une bonne image de soi en recourant à un ensemble de codes classés et répertoriés. Ne pas faire de vagues est rangé dans le registre de la politesse et de la sociabilité, tandis que se faire remarquer est plutôt considéré comme un comportement provocateur, voire anarchique. Même si les mentalités se sont assouplies, certains diront parfois trop, ouvrant la porte à la demande individuelle, le désir de se faire plaisir, de se respecter et de prendre soin de soi porte encore le poids de notre histoire judéo-chrétienne. Le conflit, source de lien social. Le siècle des Lumières, avec ses philosophes utopiques, a cru que nous pourrions un jour vivre sans conflit. Erreur. Le conflit est partout, inévitable, indispensable. En refusant le conflit, vous acceptez les degrés d'oppression, allant du simple désagrément à la négation de soi. Cette acceptation systématique des situations vous traîne dans un monde de relations nauséeuses. Un monde sans conflit, c'est une terre sans orage, sans pluie nourricière. Un monde de demi-mesure, d'assujettis résignés, ni morts, ni vivants. Le conflit est l'essence même du lien. Le conflit permet une issue positive. Le conflit permet l'altérité, et donc la capacité à vivre dans un groupe. Le conflit doit pouvoir exister dans une relation transversale, mais aussi dans une relation hiérarchique. Quelques règles pour une communication désassujettissante. Nous l'avons déjà dit, une mauvaise communication fait principalement intervenir le mode parent ou enfant. Rappelez-vous, le mode enfant activera plutôt un langage et des attitudes plaintives et de victimisation, et le mode parent activera plutôt un langage et des attitudes de persécuteur ou de sauveteur. Définir la problématique. Il est d'abord important de définir clairement le problème interactionnel. Deux techniques, utilisant la visualisation et le ressenti, peuvent vous être d'un grand secours. Première technique, la technique projectile arrière. Représentez-vous mentalement une situation conflictueuse passée ressemblant à celle que vous vivez actuellement et essayez d'en analyser le contenu, le ressenti, l'émotion dominante et ce que vous en avez tiré comme enseignement. Puis, la technique projectile avant.
imaginez que rien ne change et que vous revivez les mêmes situations à 50 intervalles. Élaborer des solutions. Dressez une liste de toutes les solutions, ou du moins du plus grand nombre envisageable de solutions les assujettissantes. Toutes doivent être envisagées, de la plus crédible à la plus absurde, et de la plus facile à la plus difficile. Ne posez pas de limites ni de frontières, car la bonne solution, ou du moins la meilleure, est peut-être là où vous ne vous y attendez pas. Évaluer chaque solution. Chacune des solutions doit ensuite être décortiquée. N'hésitez pas à mettre par écrit, en colonne, leurs avantages et leurs inconvénients. Prendre une décision, l'exécuter et s'y tenir. Toute décision est difficile à prendre pour un assujetti parce qu'elle remet en cause un certain nombre de choses pour lui et pour les autres. Vous devez affirmer votre différence, vos choix, vos envies. Bref, imposer votre identité à travers les actes que vous posez. Il est hors de question de se mettre fondamentalement en danger. Prendre des risques, oui. Se mettre en danger, non. N'oubliez pas qu'une décision doit vous conduire vers un bien-être physiologique et psychologique. Une fois la décision prise, elle devra être appliquée, respectée et maintenue. Chapitre 17. L'indispensable colère. Bien que la colère soit nécessaire au respect de soi, cette émotion dite négative souffre de sa mauvaise image. Elle a été, et est encore très souvent condamnée par les sociétés tant occidentales qu'orientales. Dans la tradition judéo-chrétienne, la colère est fortement désapprouvée. Elle fait partie des 7 péchés capitaux, au même titre que l'orgueil, l'avarice, la paresse, la luxure, l'envie et la gourmandise. De même, dans la tradition bouddhiste, la colère est réprimée comme constituant l'un des 5 obstacles à l'épanouissement au même titre que la convoitise, l'agitation, le doute et la torpeur. Cette émotion est d'ailleurs définie comme un état violent et passager résultant du sentiment d'avoir été agressé ou offensé. Décharger sa colère, fondre un plomb, voir rouge, sont autant d'expressions populaires présentant la colère comme une attitude négative. Ces formes expressives font fuir. Je ne suis pas d'accord avec cette perception peu reluisante. Comment la colère pourrait-elle être négative alors qu'elle est profondément utile? J'y vois au contraire un acte positif d'affirmation de soi et de désassujettissement. Elle nous alerte et informe les autres de notre frustration, tout en nous donnant l'énergie d'agir. A contrario, les comportements qu'elle risque d'entraîner peuvent être préjudiciables et négatifs. La colère a ses codes et ses limites qu'il convient de respecter. L'agressivité serait ainsi la résultante d'une colère mal intégrée et non maîtrisée. 5e partie. Et demain. Adopter des solutions de changement, c'est accepter de désapprendre pour mieux apprendre. C'est acquérir une souplesse, faire peau neuve en quelque sorte. C'est voir le monde avec d'autres yeux et l'entendre avec d'autres oreilles. Accepter le changement, c'est quitter sa cuirasse, son armure. C'est laisser sa rigidité, son entêtement, ses croyances et ses repères. C'est accepter d'être nu et de prendre des risques. C'est explorer de nouveaux horizons, sans forcément changer d'environnement. C'est développer la capacité à accueillir la nouveauté, la surprise, l'incertitude. C'est oser être autrement différent. Chapitre 18. Cultiver le changement. Le changement se recherche et s'apprend. Beaucoup de personnes assujetties se disent dépressives, ou du moins déprimées. Et l'on sent que le pessimisme se tient en embuscade derrière chaque phrase qu'elles prononcent. Un mal-être qui les emprisonne, comparable à des barbelés, derrière lequel
elles se résignent et jettent l'éponge, abandonnant le changement pour rester enfermées dans leur victimisation. Développer sa créativité. Développer sa créativité, c'est ouvrir les portes de l'inconnu au lieu de les tenir fermées. C'est s'autoriser à réaliser ses rêves au lieu de se contenter de les rêver. Beaucoup d'assujettis ont des capacités qu'ils sous-estiment, peut-être même des dons cachés, des champs de compétences à transcender et pourquoi pas à développer sur un plan professionnel. Leur sensibilité, souvent exacerbée, rend possible la réalisation de belles choses hors des sentiers battus. Un créatif n'est pas forcément un artiste. Il peut y avoir de la créativité dans tout ce que nous faisons quotidiennement, conduire, s'habiller, manger, mais aussi dans un domaine particulier où nous excellons. L'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Les deux hémisphères de notre cerveau fonctionnent indépendamment l'un de l'autre, chacun ayant certaines spécificités. L'hémisphère gauche a quelque chose de plus cartésien. Il contrôle le langage, l'écriture, les calculs et fait de la musique. Il est le siège de la logique du rationnel. Il construit, analyse, vérifie. Il est lucide et peu affectif. Ses capacités d'analyse ont permis à la société occidentale de devenir une société de performance et de consommation avec tous les excès que l'on connaît. En quelque sorte, l'hémisphère gauche parle, élabore, construit, mais ne sait pas vraiment. L'hémisphère droit, c'est autre chose. Il est intuitif, créateur, fantaisiste. Il synthétise et donne une vue d'ensemble. Il gère les perceptions, l'orientation, les formes. Notre cerveau droit permet les métaphores, l'humour, ressent les émotions, écoute de la musique et favorise l'imaginaire. Il s'émeut et peut même déprimer. Dans le cadre des relations, il reconnaît les visages et lit les expressions émotionnelles dans leur globalité. Bref, le cerveau droit, contrairement au cerveau gauche, est très difficilement remplaçable par les ordinateurs. Les composantes d'une créativité désassujettissante. Il existe 1000 façons de s'accomplir et la créativité ne nécessite ni un héritage génétique, ni une culture familiale et sociale préalable, ni une histoire affective saine, bien qu'une curiosité stimulée dès l'enfance favorise l'ouverture aux choses nouvelles. La créativité réclame juste la capacité de façonner les événements de la vie en une richesse modelable et exploitable. Une question d'organisation. Repensez votre emploi du temps et supprimez l'inutile. Le temps, vous en avez, maintenant que vous êtes votre priorité. Dans la mesure du possible, adaptez vos horaires et optimisez les plages d'efficacité personnelle. Soyez méthodique, mettez de l'ordre et rangez vos affaires pour éviter de perdre du temps à chercher ce qui devrait être à sa place, sans pour autant nourrir un perfectionnisme inutile. Occupez les phases d'ennui par une nourriture créative, à moins que vous ayez vraiment envie de ne rien faire, ce qui est tout à fait louable. Ne rien faire est une belle prouesse, à condition de savoir en profiter. Rappelez-vous, le rien n'est pas le vide. Ne rien faire est un art. Repensez votre environnement matériel dans sa globalité. Là aussi, l'échelle du niveau d'oppression, désagrément, compromis, sacrifice, négation de soi, peut vous être utile afin d'éviter les tensions et les sommeils difficiles. Une question de volonté. Multipliez les possibilités de changement et regardez le monde autrement, en conquérant plutôt qu'en perdant, en optimiste plutôt qu'en pessimiste. Acceptez de passer de l'autre côté du rideau, même si vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Allez chercher l'inconnu. Allez plus loin dans la découverte d'une possible source de créativité. Cherchez, apprenez, testez et recommencez. Tout ceci est normal. Il n'y a pas vraiment d'erreur, mais juste de l'apprentissage. Développez votre agilité physique, manuelle ou intellectuelle, afin de traiter les informations avec plus de rapidité. Envisagez le tout et son contraire, et autorisez-vous des pensées alternatives. Ne figez rien, n'enfermez rien. Quittez les préceptes reçus et fondez vos opinions sur votre propre vécu. Éveiller les sens. Rappelons que nous possédons 5 sens, l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher et le goût. La sollicitation sensorielle, qui doit commencer le plus tôt possible dans l'enfance, stimule et favorise les câblages neurobiologiques et permet de franchir plus aisément les différentes étapes du développement. A contrario,
Une éducation affective défaillante, pire encore, un traumatisme vécu, altère les facultés sensorielles de l'enfant. Il devient alors un otage prisonnier de ses sens au lieu d'en être le bénéficiaire. Cultiver le plaisir et la gaieté. Une première précision s'impose quant au sens à donner au mot plaisir. Le plaisir pulsionnel et éphémère que nos sociétés stimulent à tout bout de champ n'est évidemment pas celui dont je voudrais parler ici. Le vrai plaisir doit s'apprivoiser et perdre son impulsivité enfantine. Les générations précédentes savaient raconter des histoires, rire et s'amuser. Mais aujourd'hui, dans un monde où tout est synthèse et analyse, prendre du bon temps et souligner les zygomatiques est malheureusement peu conventionnel. Alors octroyez-vous des petits plaisirs quotidiens, soyez curieux de tout ce qui se présente à voir, à faire, à découvrir, prenez du temps et rattrapez le temps perdu sans chercher à combler ce temps, car l'excès est absurde. Nous avons besoin de cohérence et de sens. L'humour est une véritable faculté intellectuelle qui donne vie à la gaieté et au plaisir, source de légèreté et de bien-être. Nous avons besoin de sourire et de rire pour nous lier les uns aux autres. Cultiver l'optimisme. Il y a une question que je pose à chaque nouveau patient assujetti. Comment voyez-vous le monde? Une grande majorité le voit moche, mauvais et sans espoir. Certes, il y a une certaine vérité dans cette réponse. C'est vrai que le monde ne tourne pas rond et l'influence du cartésianisme, qui place la critique au cœur de la pensée, n'arrange sans doute à rien. Au cours des derniers siècles, penseurs, philosophes et psychanalystes ont révélé la noirceur intérieure de l'homme et nous ont entraînés dans les méandres du pessimiste. L'optimisme, source de curiosité et de joie de vivre, tient en échec le mal-être. Toutefois, rien ne doit être absolu. Rappelez-vous l'équilibre de la balançoire. Un peu de pessimisme ramène à la réalité, alors que trop d'optimisme minimise parfois exagérément le danger. Avoir de l'empathie. Une bonne relation repose sur la recherche de l'équilibre entre donner et recevoir. L'empathie est la capacité à se glisser dans la peau de l'autre pour mieux le comprendre et vivre avec lui une relation harmonieuse. Elle permet une meilleure communication par une compréhension des différences et l'acceptation des divergences. La gestuelle, l'expression faciale, l'intonation de la voix, la fluidité du mouvement sont autant de langages non-verbaux venant conforter l'échange empathique qui peut trouver son apogée dans une forme de mimétisme. L'empathie permet le partage, l'écoute est réciproque et chacun donne ce qu'il peut donner et réclame ce qui est bon pour lui. L'empathie permet aussi d'être nourri de ce que l'on n'attend pas. C'est tout le sens de la richesse d'une relation empathique au sein de laquelle chacun apporte son bagage personnel, son savoir-être et son savoir-faire. Les 11 règles du stop. Voilà, vous arrivez presque au bout de cet ouvrage. Avant que vous le terminiez, je voudrais vous donner quelques règles qui me paraissent fondamentales au désassujettissement. La toute première de ces règles vous invite à comprendre les raisons de ce voyage. Elle vous permet de prendre conscience que votre histoire a inscrit en vous de mauvaises croyances, source d'attentes et de rejets insupportables. Les autres règles, tout aussi importantes, positionnent votre être tout entier sur le chemin de l'action après tant de temps passé dans l'inaction et la réaction. Voici donc 11 règles établies comme une charte pour un bien-être que personne autour de vous ne pourra ignorer. Première règle, prendre conscience des situations assujettissantes. Deuxième règle, développer ses propres opinions, choix et préférences. Troisième règle, rétablir l'équilibre entre donner et recevoir en donnant moins et en recevant plus. Quatrième règle, agir au bon moment, avec le bon ton et face à la bonne personne de façon juste, appropriée et proportionnelle. Cinquième règle, aborder clairement et précisément un seul sujet à la fois. Sixième règle, continuer de viser l'objectif fixé et demeurer ferme face aux résistances. Septième règle, s'assurer d'être bien entendu et compris. Huitième règle,
s'autoriser le droit à l'erreur et accepter de décevoir. 9e règle. Fuir les personnes invariablement destructrices. 10e règle. Prendre conscience que vous valez autant que n'importe qui. 11e règle. Se féliciter de ses victoires, si petites soient-elles, et cultiver le changement. Conclusion. Le monde humain présente une fragilité par rapport au monde animal, l'absence de sagesse. Mais il a quelque chose d'inestimable et d'unique qui lui appartient, la capacité de changer. Cette capacité à penser autrement, à s'émouvoir avec justesse et à mieux agir rend l'homme plus fort face à l'adversité et face aux autres. Puisque nous ne sommes pas des Robinson, seuls sur une île, l'interaction est inévitable. Le constat s'impose. Nous ne pouvons pas vivre sans les autres. Après, tout est une question d'équilibre entre le respect de soi et respect des autres. Trop de soi nous isole et nous prive de l'amour des autres. Et trop des autres fait que nous manquons d'autonomie et d'estime de soi. Je voudrais terminer cet ouvrage en disant qu'il appartient à chacun de savoir ce qu'il veut offrir aux autres. Après avoir découvert votre itinéraire de désassujettissement, permettez aux générations suivantes d'atteindre cet équilibre affectif entre individuation rassurante et socialisation réconfortante, entre respect de soi et respect des autres. Et si vous croisez au hasard de vos rencontres un autre assujetti, dites-lui que rien n'est acquis, mais que le changement est toujours possible. Dites-lui que la construction biologique, l'éducation affective reçue et l'environnement dans lequel il a évolué ne conditionnent pas la totalité de l'avenir. Dites-lui d'être fou, de se laisser emporter par une belle folie, d'être plein d'envie et de vie.